Et si la prochaine grande opportunité, enfin celle qui pourrait complètement transformer une carrière ou même, disons, une industrie tout entière, était littéralement sous nos yeux, là, en ce moment même, mais que notre cerveau l'a censurée activement. Ouais, pour nous empêcher de la voir en fait. C'est vrai que c'est une idée assez vertigineuse quand on y pense. Totalement. Parce qu'on a souvent tendance à croire que le succès, l'innovation ou même juste le fait de repérer une bonne affaire, c'est avant tout un énorme coup de chance, quoi. C'est ça, genre l'illumination divine sous la douche, ou le mythe du génie incompris. Exactement. Mais quand on se penche un peu sérieusement sur la cognition, sur comment on fonctionne, on découvre une réalité qui est bien plus mécanique et honnêtement tellement plus fascinante. Ah bah c'est un changement de perspective qui remet tout à plat. Et c'est vraiment l'objectif de notre exploration aujourd'hui, de comprendre ce fameux filtre invisible. Ouais, décortiquer tout ça. On s'appuie d'ailleurs sur pas mal de choses pour cette analyse. De la psychopathologie cognitive, sur les biais d'attention, la fameuse théorie de la voiture rouge, et des concepts d'innovation comme le MOM test ou le Lean Startup. Tout à fait. L'idée, c'est de plonger dans les rouages de l'attention, de voir comment le cerveau décide ce qui a le droit d'exister dans notre conscience. Et surtout, comment pirater ce système. Parce que quand on sait diriger cette attention, on peut repérer des frustrations que la majorité des gens ignorent complètement. Mais carrément. Et avant même de parler de business ou de start-up, faut qu'on s'arrête sur ce qui se passe sous notre crâne, parce que tout part de là. Je repense à la fameuse théorie de la voiture rouge. L'idée est toute bête, c'est le jour où tu décides de t'acheter une voiture rouge, dès que tu sors de chez toi, tu te mets à en voir partout. Partout, ouais, à tous les coins de rue. Voilà, sur l'autoroute, au supermarché, et on s'en doute, il n'y a pas eu une invasion de voitures rouges pendant la nuit, elles étaient déjà là, mais le cerveau les ignorait totalement. C'est ça, avec une efficacité redoutable d'ailleurs. Et c'est pas magique. C'est de la biologie pure. Il y a un mécanisme hyper précis derrière ça qu'on appelle le système réticulaire activateur. Le SRA, c'est ça. Ouais, le SRA, en gros, c'est un tout petit réseau de neurones situé à la base du cerveau, dans le tronc cérébral. Imagine-le un peu comme le videur hyper strict à l'entrée d'une boîte de nuit super select. La boîte de nuit, c'est notre conscience. Ok, je vois bien l'image du videur intraitable. C'est exactement ça. Parce qu'à chaque seconde, nos sens sont bombardés par de millions de données. La température de la pièce, le bruit du frigo derrière, la texture de tes vêtements, des conversations au loin. Si le cerveau devait tout traiter consciemment, Ça serait l'explosion en fait. un burn-out sensoriel immédiat. Le SRA, lui, il fait le tri implacablement. Il laisse passer que ce qui menace notre survie ou ce qui correspond à nos préoccupations actives. Donc, si tu penses à une voiture rouge, le SRA reçoit l'ordre de laisser entrer cette info et soudain, la porte s'ouvre. C'est fou, le cerveau est littéralement comme un moteur de recherche. Si on tape le mot problème dès le matin, le filtre va nous afficher que des problèmes. Le bus en retard, la pluie, tout ça. Mais si on tape opportunité, les résultats changent. Par contre, Ouais. la question c'est, est-ce qu'on peut consciemment reprogrammer ce filtre ? Hmm. Parce qu'en théorie c'est beau, mais en pratique, la psychologie prouve vraiment qu'on peut rééduquer notre attention. Oh, un grand oui. La psychologie cognitive a étudié ça en long et en large, notamment avec les biais d'attention. T'as le biais de facilitation, où tu détectes une info spécifique hyper vite, et le biais de désengagement, où tu as beaucoup de mal à t'en détacher une fois repéré. Ok, et comment ils mesurent ça concrètement ? J'avais lu un truc sur la tâche de Stroop dans nos sources. C'est quoi exactement ? La tâche de Stroop, c'est redoutable. Prenons un exemple visuel. Imagine quelqu'un qui a une phobie absolue des araignées, un vrai arachnophobe. Ah, l'angoisse totale. Voilà. Dans la variante émotionnelle de ce test, on met la personne devant un écran. Des mots apparaissent, écrits avec des couleurs d'encre différentes. La règle est simple, dire à voix haute la couleur de l'encre sans lire le mot. D'accord, donc si le mot maison est écrit en vert, je dois juste dire vert. Ça va, c'est facile. Pour un mot neutre, oui, mais imagine que le mot mygale apparaisse écrit en bleu. Que se passe-t-il pour notre arachnophobe ? Son SRA est programmé pour repérer la menace, donc son attention est complètement happée par le sens du mot mygale. Ah ouais, le cerveau fait un arrêt d'urgence. C'est un accrochage attentionnel. Du coup, la personne met beaucoup plus de temps, des millisecondes précieuses, pour réussir à dire que l'encre est bleue. Le temps de réaction trahit l'obsession du cerveau. C'est incroyable. Il trébuche sur le mot comme si c'était une alerte rouge. Et on utilise ce genre de truc pour rééduquer l'attention alors ? Tout à fait. Avec le sondage attentionnel, par exemple. En forçant répétitivement le regard à s'orienter vers des éléments neutres ou positifs, au lieu de fixer les menaces, on modifie littéralement les circuits neuronaux. On apprend au SRA à relâcher sa vigilance et à scanner pour d'autres infos. Donc le constat est clair,
On peut éduquer notre radar à chercher les solutions, nos fameuses voitures rouges. Mais si on peut l'orienter, vers quoi on doit le pointer pour trouver de vraies opportunités de business? Parce que ça nous amène au grand mythe de l'idée de génie. Ah, ce fameux mythe. L'entrepreneur qui a l'étincelle divine sous la douche. C'est ça. On adore tous cette histoire. Romantique. Ouais, mais c'est un piège absolu. Attendre l'idée de génie, c'est l'erreur la plus coûteuse possible. L'innovation, c'est pas chercher des idées brillantes, c'est traquer des frustrations. Et le pire, c'est quand les gens ont une idée, ils font des sondages pour valider. Sauf que l'humain est un exécrable prédicteur de son comportement futur. Tellement. Si je te demande, allez, si tu utiliserais une super application gratuite pour faire 30 minutes de sport tous les matins à 6 heures. Bah, je vais te dire oui, évidemment, par optimisme ou pour te faire plaisir. Mais demain matin à 6 heures, tu dors. Voilà, personne ne se lève. Les opinions, c'est des mirages. D'où la méthode du mom test. La règle de base, c'est qu'il faut jamais, au grand jamais, parler de son idée. Pas de questions hypothétiques genre « que penseriez-vous d'une solution qui fait ça ?» Attends, si on peut même pas parler de son projet, comment on sait si on tient une bonne piste? On s'ancre dans le passé, dans les faits. On demande aux gens de raconter la dernière fois qu'ils ont affronté ce problème, comment ils ont essayé de le résoudre, et surtout, ont-ils déjà payé pour une solution existante? Ah, la preuve par l'action. S'ils disent que c'est un problème majeur, mais qu'ils n'ont jamais dépensé un centime ou cherché 5 minutes sur Google, bah c'est pas une douleur assez forte. Il n'y a pas de marché. Je vois la logique. Les actions, c'est des preuves, les mots, c'est du vent. Mais je me fais l'avocat du diable. Si les gens bidouillent en silence dans leur coin sans se plaindre ouvertement, comment on joue aux détectives? C'est comme chercher des voitures rouges qui roulent tous phares éteints en pleine nuit. Très belle image. Mais en vrai, ces frustrations silencieuses laissent de grosses traces. C'est ce qu'on appelle les bricolages, les solutions de fortune. C'est là qu'est la mine d'or. Genre quoi, concrètement? Prends une grande entreprise. Tu vas souvent trouver un employé qui a monté un tableau Excel d'une complexité effarante, avec 30 onglets et des macros de folie, juste parce que le logiciel officiel de la boîte est nul. Ah mais j'adore ça. C'est le symptôme parfait. Le gars a sacrifié des heures de sa vie pour fabriquer un antidote rudimentaire. C'est exactement ça. Ce tableau Excel, c'est un signal de détresse clignotant ou néon. C'est la preuve factuelle que le problème existe. Ça me rappelle l'urbanisme, le concept des chemins de désir. Tu sais, l'architecte fait de beaux trottoirs en béton tout carrés dans un parc, et 3 mois après, t'as un petit chemin en terre tracé en diagonale dans la pelouse, parce que les gens ont décidé que c'était plus court. Le tableau Excel, c'est le chemin de désir numérique, c'est tout à fait ça. Et pour repérer ça aujourd'hui, même pas besoin d'aller sur le terrain. On utilise la guérilla research. Ça coûte 0 €. Le web est un immense confessionnal. Avec des outils comme Google Trends ou Answer the Public? Ouais, tu analyses les requêtes. Si plein de gens tapent produit A versus produit B ou comment contourner le bug de tel logiciel, ça hurle qu'aucune solution sur le marché ne fait le job. Et j'imagine qu'aller lire les avis négatifs sur Reddit ou les forums, c'est hyper instructif. Le client qui met 1 étoile en disant le produit est bien mais il manque cette fonction, le mec rédige ton cahier des charges gratuitement. Totalement. Et là, il faut faire une grosse distinction entre les marchés B2C pour les particuliers et B2B pour les entreprises. C'est la fameuse métaphore vitamine contre antidouleur. Ok, vitamine contre antidouleur, j'aime bien. C'est-à-dire? En B2C, on invente souvent des vitamines, un truc qui améliore un peu le quotidien, qui est sympa à avoir. Mais c'est hyper dur de convaincre quelqu'un de payer un abonnement pour un simple confort. La douleur est pas assez forte pour sortir la carte bleue. Voilà. En B2B, par contre, c'est souvent l'antidouleur. Une entreprise qui perd du temps, qui a un risque légal ou qui perd de l'argent à cause d'un mauvais processus, c'est une douleur aiguë. Le décideur paiera très cher pour stopper l'hémorragie. C'est pour ça que les projets pour entreprises survivent beaucoup mieux. La douleur est quantifiable en euros, c'est clair. Alors imaginons, on a réglé notre SRA, on a vu le sentier dans l'herbe, on a trouvé une vraie douleur B2B. L'instinct de base, ce serait de s'enfermer dans une cave pendant 18 mois, de coder le produit parfait et de faire un lancement géant. Mais c'est la pire idée, non? C'est le meilleur moyen de construire un produit parfait pour un marché qui n'existe pas. C'est là qu'intervient le prototyping, un concept d'Alberto Savoia, un ancien de Google. Le prototyping, pas le prototypage classique alors. Non, l'idée c'est de tester l'intérêt réel et financier avant même de construire quoi que ce soit. L'exemple culte, c'est Zappos, le géant de la chaussure en ligne. Ah, l'histoire de Zappos est mythique, hein. Au tout début, le fondateur, Nick Swinburne, il avait aucun stock, pas d'entrepôt, rien. Il allait prendre des photos des chaussures dans la petite boutique en bas de chez lui, il les mettait sur son site web tout moche, et si quelqu'un achetait, il redescendait en courant, l'achetait au prix fort pour l'expédier.
Ouais, il perdait de l'argent sur chaque vente. Mais son but, c'était pas le profit au jour 1. Il voulait tester l'hypothèse la plus risquée. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à acheter de pompes sur Internet sans les essayer? C'était son produit minimum viable, en fait, le fameux MVP. Exact. Le MMVP, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est pas une appli codée à moitié avec plein de bugs. C'est juste l'expérience la plus minimaliste pour récolter des données réelles sur le comportement. Ok, mais attends, je me mets là à la place de ceux qui nous écoutent. Il y a une vraie question d'éthique, là. Vendre un truc artificiel, faire une façade comme Zappos, ça frôle l'arnaque pour certains, non? Comment on fait pour que ça reste éthique? La limite, elle est hyper claire, c'est le respect du client. Le but, c'est jamais de voler l'utilisateur. Pour Zappos, le client recevait sa vraie paire de chaussures au bon prix dans les temps. L'illusion, c'était juste sur l'infrastructure derrière. Le client croyait parler à une multinationale alors que c'était un mec qui courait dans la rue? Voilà. Et si tu testes un produit qui existe vraiment pas, du tout, avec une fausse page de vente par exemple, l'éthique c'est de jamais débiter la carte. Tu demandes les infos et au moment de payer, t'affiches un message honnête, désolé, le produit est en développement, vous n'êtes pas facturé, on vous préviendra. Ah, tu mesures juste le geste d'achat sans léser personne. Exactement, on cherche la vérité sur la demande. Et tu vas comprendre pourquoi c'est vital, 93% des startups à succès ont pivoté par rapport à leur vision de départ. Attends, 93%. Ouais. Donc quasiment aucune idée initiale ne survit au vrai marché. Quasiment aucune. C'est pour ça que le prototyping est indispensable, pour échouer vite et pas cher. Le pivot, c'est pas un échec, c'est une preuve d'intelligence. Prends Instagram. À la base, ça s'appelait Burb. C'était une appli de géolocalisation hyper complexe. Ah ouais? Avec des check-in et tout ça? Ouais, et en regardant les données, ils ont vu que les gens utilisaient qu'une seule fonction, le partage de photos. Ils ont tout bazardé, gardé la photo, boum, Instagram. Pareil pour Slack, au départ, c'était juste un outil de messagerie interne pour un jeu vidéo qui a fait un flop total. Et c'est fou de se dire que l'idée de départ n'est qu'un prétexte pour discuter avec le marché. C'est un peu ça. Oublions les métaphores genre la chenille qui devient papillon. Un pivot, c'est un système GPS qui recalcule. Tu roules, le GPS voit des travaux, il fonce pas dans le mur. Il te propose un chemin de traverse. La destination reste de créer une entreprise qui marche, mais la route s'adapte à la réalité. J'adore l'image du GPS. Bon, avançons un peu. Le prototype marche, le pivot est fait, la demande explose. Les clients arrivent en masse. Là, c'est la crise de croissance. Le côté bricolage de Zappos, ça devient un goulot d'étranglement énorme si tu as 100 commandes par jour. Ah bah, le fondateur fait un burn-out. C'est la phase de scalabilité, le passage à l'échelle. Dans le milieu, on dit toujours, au début, faites des choses qui ne passent pas à l'échelle. Traiter les mails à la main, livrer soi-même pour bien comprendre le client. Ouais, mais une fois que l'adéquation produit-marché est validée, faut industrialiser. La scalabilité, c'est pouvoir servir 1000 clients avec le même effort que pour 10. Le vieux tableau Excel doit disparaître pour mettre du Stripe, par exemple. Et pour structurer tout ça, il y a le Lean Canvas, non? C'est super pour synthétiser le modèle économique sur une seule page, sans se noyer dans un business plan de 50 pages. Exactement. Les clients, la proposition de valeur, les coûts, point. Et en général, cette bascule vers l'industrialisation, les données montrent que ça arrive entre le 12e et le 18e mois. C'est la fenêtre de tir. Bah dis donc, quand on prend du recul sur tout ce parcours, on voit bien que c'est une boucle continue en fait. Reprogrammer son SRA pour voir la frustration, faire un prototype pour tester son budget, puis automatiser. Tout est une question d'attention portée aux bons signaux. C'est le cœur du réacteur. S'il y a un truc à retenir de ce mélange entre neurosciences et business, c'est que la chance n'existe quasiment pas ici. L'opportunité est partout. Elle appartient à ceux qui éduquent leur attention, qui traquent les chemins de désir et valident par les faits. C'est hyper puissant de savoir qu'on peut changer sa trajectoire juste en recalibrant le filtre de son cerveau. Mais ça m'amène à une dernière réflexion un peu plus piquante pour terminer. On a vu comment notre cerveau filtre notre réalité. Mais aujourd'hui, avec nos téléphones, les algorithmes des réseaux sociaux font exactement la même chose. Oh, complètement. Ils modélisent notre attention. Ils analysent où on clique, le temps passé sur une image, et ils filtrent la réalité pour nous garder captifs. Du coup, pour ceux qui écoutent, on peut se demander à quel point ces machines atrophient notre propre SREA. Si l'algorithme décide quelles sont nos voitures rouges à notre place, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre capacité naturelle à repérer les vraies opportunités du monde réel? Très bonne question. Je laisse tout le monde méditer là-dessus. Merci pour cette discussion fascinante et à très vite pour une prochaine analyse en profondeur.